Voilà, retour aux Midi-Actualités. Il est 12h38 sur les ondes de Radio Ville-Marie. Alors, vous savez, hier, nous avons parlé de prévisions un peu politiques, économiques, au point de vue national et international. Et on va prendre un petit peu de hauteur, si vous voulez bien, aujourd'hui, avec une analyse de philosophie politique et une analyse beaucoup plus globale et à long terme, avec Mathieu Bocoté, chroniqueur du Jeudi, qui a écrit un texte dans les Échos de Montréal de décembre qui s'appelle « La politique de puissance ». Mathieu Bocoté, bonjour. Bonjour. Alors, écoutez, c'est un texte qui est très beau du reste et qu'on pourrait dire un peu crépusculaire, un peu déclinologique, si j'ose dire. Oui, le terme est bon. Je crois en France, on parle quelquefois de l'école décliniste, des déclinologues et ainsi de suite. Oui. J'ignore si je fais dans la déclinologie, mais ce qui est certain, c'est que notre époque semble persuader, et je suis d'accord avec notre époque pour une fois, qu'il y a une forme de déclin des sociétés occidentales, dont nous sommes contemporains d'un certain déclin. Peut-être l'originalité de la période actuelle, c'est que tout cela s'accélère. Ça s'accélère, hein? Alors, vous avez commencé dans votre texte en parlant d'un retour de relents de guerre froide à la faveur des Russes qui voulaient contrer le bouclier antimissile, je pense, américain, non? Oui, c'est quelque chose d'assez étonnant qu'on voyait. C'est-à-dire, Medvedev disait, le président russe pour l'instant, disait, nous n'accepterons pas le déploiement du bouclier antimissile américain en Europe. Bon, alors une espèce d'étrange déclaration avec des parfums de guerre froide. Oui. Qu'est-ce que c'est cette rivalité russe-américaine autour d'une question de missiles? Et ce qui était assez fascinant derrière ça, nonobstant des enjeux stratégiques très singuliers, c'est qu'après 20 ans d'optimisme démocratique, après 20 ans d'optimisme consacré à la fin de l'histoire. On en parle souvent dans notre émission, c'est-à-dire ce sentiment d'arriver à une forme de mélancolie démocratique où tous les grands enjeux sont derrière nous, où les questions politiques de puissance sont derrière nous. Ce qu'on voit revenir, c'était la forme la plus classique de l'affrontement géopolitique, c'est-à-dire entre la Russie et l'Amérique. Et à travers ça, je développais un peu pour montrer comment nous qui avions congédié la puissance, comme si la politique avait pour seule vocation d'accoucher de l'utopie de la justice sociale. Aujourd'hui, nous redécouvrons le politique dans sa dimension tragique, c'est-à-dire l'affrontement des volontés, la nécessité de civiliser, d'encadrer cet affrontement des volontés sans jamais succomber ou céder à l'utopie d'une abolition du conflit, de la violence. D'ailleurs, vous en parliez, vous disiez que beaucoup de gens avaient l'humanité avait un nouvel idéal moral, je vous cite, le citoyen du monde, et vous citez un philosophe, Jürgen Habermas, un philosophe allemand vivant encore, qui disait qu'au XXIe siècle, il fallait avoir l'avènement d'une gouvernance mondiale. On semblait baigner un peu dans l'utopie, le rêve, les bons sentiments. Oui, mais très très juste. Vous avez le bon vocabulaire ici, les bons sentiments, c'est-à-dire cette espèce de politique qui n'est plus une politique, mais qui n'est qu'une morale, et qui n'est même pas une morale, mais qui est une petite morale moralisatrice. Alors, Habermas, c'est un peu chez les philosophes, lui qui était le porteur après la guerre froide de cet idéal. Il parlait d'une gouvernance mondiale sans État mondial, parce qu'il reconnaissait que l'idée d'un État mondial était assez dangereux, mais pour lui, il fallait transcender une fois pour toutes la distinction entre la politique intérieure et la politique extérieure. Pour lui, l'activité politique doit se consacrer exclusivement à cet établissement d'une cité idéale, d'une cité progressiste et ainsi de suite, sans frontières, sans nationaux ni étrangers, sans citoyens ni identité. Alors, ce que je crois reconnaître dans les années présentes, avec, comme je l'ai dit, un tour des tensions entre des blocs géopolitiques comme l'Europe, l'Amérique, la Russie, la Chine, l'Amérique du Sud, le monde arabe, et ainsi de l'Inde, et ainsi de suite. Quand on voit aussi revenir des tensions économiques qui consacrent une forme d'implosion de l'État-providence et plus largement de l'économie fondée sur le modèle de l'endettement, c'est-à-dire l'État-providence qui était fondé sur une espèce de logique d'endettement par les individus qui consommaient à crédit véritablement. Le portrait, c'est le retour, une sorte véritablement d'une forme d'optimisme historique qui a duré une vingtaine d'années, qui était, on pourrait dire, le crépuscule des Lumières de ce point de vue, et nous redécouvrons l'histoire dans son épaisseur tragique, ce qui veut dire dans son côté où la politique ne se pensera plus sous le registre du bien absolu, mais du mal nécessaire. Et nous avions perdu l'habitude de réfléchir au mal nécessaire. Je crois que ça va revenir dans les années présentes. Vous parlez aussi de sacrifice. Je vous cite, ce qui disparaît, c'est la capacité de sacrifice nécessaire à l'existence historique d'une civilisation. De quel sacrifice parlez-vous? La capacité qu'ont les individus d'être aussi des citoyens. C'est-à-dire d'une capacité de différer la gratification, par exemple, des actions. Donc, cette espèce de logique aujourd'hui, par exemple, du citoyen, qui n'est plus un citoyen, mais un consommateur. Il veut consommer maintenant
l'investissement dans la cité le lasse, il y a un repli intimiste, et c'est même pas un repli intimiste vers quelque spiritualité que ce soit, c'est un repli intimiste vers la consommation frénétique pour oublier jusqu'à son existence politique. C'est toujours la capacité qu'ont les groupes sociaux de passer du langage de la revendication systématique. Oui. Oui. On s'entend. Mathieu Bock-Côté, est-ce que vous êtes là encore ou on a un problème de communication avec la ligne? Oui, vous m'entendez bien? Là maintenant, oui. Oui, merveilleux. Qu'est-ce que vous disiez? Reprenez un peu parce qu'on vous a perdu pendant quelques secondes. Excusez-moi. Je disais simplement que la capacité qu'a l'individu de sacrifier une part de son désir immédiat à la logique du bien commun. Oui. Une capacité qu'ont les sociaux de passer de la revendication au registre de la concession à l'intérêt général, c'est le sacrifice nécessaire au maintien de l'existence d'une société. Oui. Si nous perdons cette capacité de sacrifice, fait en sorte que l'individu est capable de penser aussi au collectif par une série de médiations, de la culture, de la religion, de la philosophie, du politique, de l'histoire. Oui. Eh bien, nous n'avons plus une société, nous avons une espèce de dissociété, pour reprendre un terme de philosophe catholique. Nous avons une forme de bazar fragmenté, ennuyant, ennuyeux et prêt à se dissoudre. Et chacun vit pour lui, chacun veut jouir, et puis après moi le déluge, et la société, on s'en fout. Et ça va même plus loin, hein, parce que cette existence privatisée, cette existence qui ne veut plus exister dans aucune forme de collectif, dans la médiation des institutions, eh bien, le paradoxe, c'est que c'est une existence seulement individuelle, mais c'est une existence appauvrie, finalement, parce qu'on voit que la condition humaine ne s'épuise pas dans l'approfondissement de l'intime, et à travers la perte de la condition politique et historique, on voit qu'émerge non pas la figure d'un individu maître de lui, mais émerge finalement la figure du consommateur endetté. Maintenant, venons-en un peu à votre vision. L'Occident est en déclin, c'est évident. Maintenant, c'est un déclin lent, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Est-ce que c'est ce que vit l'Occident n'est pas ce que vit tout dominant à long terme? Parce qu'un dominant, il est finalement coincé dans son identité de dominant, et dès qu'il ne domine plus, il disparaît. On dirait que l'Occident s'est vidé dans cette catégorie de domination, alors que les autres cultures ont gardé leurs racines. Oui, il y a quelque chose de très juste dans votre propos, c'est-à-dire nous payons le prix en ce moment d'un universalisme radical. Voilà. C'est-à-dire nous avons ce point à la supériorité de notre modèle de civilisation que nous avons perdu le sens de notre particularité historique. Particularité historique qui se nomme évidemment un certain héritage chrétien, un rapport à la nation, un rapport à la souveraineté, un rapport à l'histoire. Donc l'Occident, c'est aussi universel qu'il a finalement consenti à son extinction dans l'universel. Et il a oublié que l'existence historique, c'est-à-dire exister dans l'histoire, vient de cette tension entre un héritage assumé et une prétention à l'universalité. Et je reprends les paroles de Jürgen Habermas, un philosophe allemand vivant maintenant, qui parlait de l'avènement du gouvernance mondiale. Et je fais un saut dans ce que vous dites aussi sur les nouveaux blocs historiques qui surgissent. En fait, les Russes, les Chinois, les Indiens, les Sud-Américains se moquent complètement de ce que Habermas raconte, non? On nous rit au nez maintenant. C'est très, très juste, encore une fois. C'est-à-dire, Habermas a oublié une chose, c'est que il dit quelquefois de l'Europe qu'elle n'a pas de vocation à avoir de frontières, parce que l'Europe est un laboratoire pour l'universel. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'une société politique et historique qui n'a plus de frontières est une société qui renonce à exister tout simplement. Parce que la frontière délimite justement l'espace de la puissance, de l'existence. La frontière dit j'ai une capacité d'action entre le point A et le point B. Lorsque je n'ai plus de frontières, je renonce à cette singularité qui s'appelle le politique, l'historique, et je bascule alors soit dans l'économique pure ou alors dans la morale pure. Eh bien, ce qu'on constate, c'est que les autres civilisations n'ont rien à faire de cette philosophie de fin d'époque, si je puis dire, de cette philosophie de peuple épuisé. Et le résultat, c'est qu'on voit aujourd'hui une Chine conquérante et sûre d'elle-même, une Russie qui est décidée à réaffirmer son existence géopolitique en Asie comme en Europe, l'Amérique du Sud qui existe finalement comme continent à travers certaines puissances, et on voit ici un Occident occupé à donner des cours de morale à tout le monde. Maintenant, Mathieu Bock-Côté, est-ce qu'on peut quand même pas vous taxer d'être un peu trop pessimiste? Parce que les Chinois ont également un problème qu'ils ont depuis des millénaires de maintenir l'unité de l'Empire. Les Russes ont un problème démographique très grave, la population diminue. Les Sud-Américains, mais ils sont pas encore sortis de l'auberge. Les choses vont de mieux en mieux quand même. Il y a quand même beaucoup de chemin à faire pour qu'ils puissent rivaliser. Qui d'autre on disait? Les Indiens, ils ont une surpopulation. Tout n'est pas si rose pour les autres non plus. Ah non, je ne prétends pas un instant que tout soit si rose pour les autres. Et d'ailleurs, si ça allait bien pour les autres, je ne m'en désolerais pas. Mais j'essayais d'examiner ce qu'on pourrait appeler les pathologies culturelles
culturelle et politique spécifique à l'Occident tel que nous le connaissons. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit examiner. C'est-à-dire, évidemment, tous les problèmes que vous avez mentionnés, les uns après les autres, sont tout à fait réels. Et pour la Russie, la crise démographique est indéniable. Mais je regarde notre Occident et j'ai l'impression qu'il y a ici, vous connaissez le titre du film de Arcan, Le confort et l'indifférence. Oui, tout à fait. Pour parler du Québec, j'ai l'impression qu'il y a une vérité là-dedans qui n'est plus exclusivement québécoise. Nul ne se désolera du confort. C'est quand même bien une société où on peut être confortable, où on peut jouir de la vie et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'on a oublié que les conditions de notre liberté, elles, ne répondent pas à l'exigence du confort et de l'indifférence. Ni les conditions, ni la finalité. Parce qu'on n'est pas, le confort n'est pas en soi. Ça permet d'autre chose, en fait. Ah ben, absolument. C'est-à-dire une existence qui n'est que confortable n'est plus une existence, mais un patient repos vers la tombe. Alors, il y a l'existence humaine. Pierre Manant disait très justement que l'existence humaine ne s'épuisait pas dans les passions modernes. La passion de l'intime, la passion du confort, la passion de la jouissance. La condition humaine est beaucoup plus large que ce qui est valorisé par un certain discours économique, médiatique, juridique et ainsi de suite. Et c'est en reconnectant avec cette épaisseur, cette profondeur de la condition humaine qui était au cœur pourtant de la philosophie politique classique que les sociétés occidentales pourront redécouvrir leur capacité d'existence historique. Mathieu Bocoté, un dernier mot. Pierre Manant, c'est qui? C'est le philosophe politique français, catholique à sa manière, mais qui pas dans l'école du catholicisme doctrinal, mais de sensibilité catholique, mais surtout un philosophe politique conservateur et libéral, brillant. Enfin, je dirais, au-delà de toute étiquette, un philosophe politique brillant qui renouvelle les termes de notre compréhension de ce qu'est l'Occident. Mathieu Bocoté, merci infiniment. Au plaisir. Au revoir, bonne semaine. Au revoir. Voilà, c'était donc Mathieu Bocoté qui nous parlait d'un article publié au mois de décembre à Écho Montréal, la politique de puissance. Vous pouvez le retrouver en cherchant sur Google Écho au pluriel, donc Montréal.